Donc, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. On commence donc notre deuxième réunion pédagogique qui, Inch'Allah ta'ala, pour aujourd'hui, va porter sur le thème de la recherche scientifique. Donc, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour introduire, vous êtes des étudiants en sciences, vous êtes véritablement des tullab ilm, et il faut vous considérer comme tels pour pouvoir avoir les fruits nécessaires et l'attitude nécessaire vis-à-vis de la science que vous étudiez ou des sciences que vous étudiez dans les différents modules dans lesquels vous êtes. Et donc, celui qui est talib ilm, il va faire les efforts de recherche pour approfondir ce qu'il étudie. Il faut savoir qu'effectivement, il y a l'aspect de la recherche que moi je vous demande en termes d'exercice et qu'on essaye de faire assez régulièrement, qu'on va essayer de faire assez régulièrement. La dernière séance était il y a quelques semaines. Mais il y a également un travail de recherche personnel que vous devez faire pour vous-même. Et ce travail de recherche, il est fondamental et il est vital pour approfondir les sciences que vous étudiez. Vraiment, il faut voir la chose comme étant un ratio de 70-30. Je sais que j'aime beaucoup ce ratio-là, mais c'est la réalité, 70-30 en gardant 30% comme étant le contenu que vous recevez en cours. Donc le contenu que vous recevez en cours, c'est censé être un tiers environ de ce que vous étudiez ou de ce qui constitue votre travail scientifique. Donc le contenu que vous recevez en cours, c'est une base, c'est un tremplin à partir duquel vous allez développer les notions. Et c'est extrêmement important de comprendre cela. Et si vous comprenez ça, vous pouvez faire la connexion avec ce qu'on disait dans la séance précédente, du fait que les cours se préparent. Le cours se prépare dans le sens où avant le cours, je fais déjà ce travail de recherche qu'on va exposer. Avant de rentrer dans le cours, je fais déjà ce travail de recherche quelque part, des notions que je vais étudier dans le cours avec le professeur pour pouvoir venir dans le cours avec des ishkalat. Et je vous ai cité la parole, il me semble, des savants qui disent al-ilmu al-istishkal. La science, c'est de considérer les problématiques, d'arriver devant le professeur et de dire Ya ustad, ya sheikh et muallim, je n'ai pas compris ce point-là, je n'ai pas compris ce point-là. Pourquoi est-ce que. C'est-à-dire avant le cours, hein, c'est pas juste je n'ai pas compris de ce que vous avez dit. Et je vous avais dit déjà, donc le cerveau, il a besoin d'être préparé. Si moi j'arrive en cours et que je découvre en même temps que le professeur me donne les notions, je découvre même le sujet, bah forcément mon cerveau il va vite être débordé. Parce qu'il a un travail déjà de compréhension à faire, un travail d'analyse, un travail de contextualisation, surtout quand on commence à s'engouffrer dans les concepts et dans les définitions. Eh bien, il doit s'accrocher à chaque fois, se dire, ah, ça voulait dire ça, et ça voulait dire ça, ok, d'accord, que je garde ça en tête. Et le temps que le cerveau fasse tout ce travail et les efforts que ça lui demande, bah ça y est, le professeur est passé à autre chose. Le professeur est déjà loin dans une autre explication, et lui, il doit refaire tout le travail pour cette deuxième explication, et ainsi de suite. Vous voyez, donc c'est une problématique qu'il faut prendre en considération. Ça, c'est surtout pour les sciences les plus techniques. Après, pour les sciences un peu moins techniques, plus spirituelles, etc., ça va être une démarche différente, même si elle n'est pas pour autant, c'est-à-dire ce n'est pas pour autant détaché de ce qu'on est en train de dire. Ça a un lien avec ce qu'on est en train de dire. Mais surtout pour les matières les plus scientifiques, les plus techniques, si on parle de fiqh, si on parle de usul, bien, ne serait-ce que le fait de donner à son cerveau cette, je veux dire, cette première base avec laquelle il peut déjà prendre connaissance du contexte, savoir se situer, savoir de quoi on parle, avoir déjà des premières questions, et ensuite reconnecter ce que le professeur va dire à la base qu'il a déjà étudiée. Donc il y a déjà une première base, on va dire de l'ordre de 30, d'une moitié sur les 70%, de 35% à peu près, de préparation. Et ensuite, il y a une base de complément, de recherche, de lecture, etc., qui est nécessaire. Il y a des savants qui disaient, il n'est pas talib ilm, il n'est pas étudiant en sciences, celui qui ne lit pas au moins 6 heures par jour. Et un autre savant qui a dit, ce n'est pas 6 heures par jour, c'est 16 heures par jour. Alors je sais que c'est totalement utopique dans la réalité de chacun d'entre nous, c'est pas ce qu'on demande. Mais pour vous dire que le véritable talib ilm, normalement, il passe ses journées à lire dans la science dans laquelle il étudie. Se contenter d'une heure par semaine en espérant maîtriser la science, c'est utopique. Donc d'où le travail de recherche et d'où ce à quoi j'essaye de vous pousser justement à travers les exposés qui vous sont demandés. Donc on va donner, Inch'Allah ta'ala, des points méthodologiques
à propos de ce sujet-là. On va voir que ce sujet-là, on va essayer de l'orienter en trois axes. Donc, en partant d'une première problématique qui est, du coup, comment faire une recherche scientifique efficace, quelles sont les étapes à suivre concrètement et quelle est la méthodologie à adopter. Ça va être ça notre problématique sur laquelle on va axer et orienter notre propos ici. Donc évidemment, vous êtes bien sûr toujours invité, j'allais dire libre, mais même invité à poser les questions qui vous passeraient par l'esprit et j'essaierai d'y répondre, Inch'Allah ta'ala, au fur et à mesure du développement. Donc comme je le disais, on va essayer d'organiser ça en trois axes. Donc premièrement, l'axe de la compréhension et de l'analyse du sujet. Donc déjà contextualiser mon étude, savoir dans quel domaine est-ce que je vais me pencher, qu'est-ce que je vais faire comme recherche, qu'est-ce que je vais étudier comme sujet, comprendre véritablement, surtout lorsque c'est un sujet demandé, quand c'est une problématique imposée. Deuxièmement, créer un environnement de travail avec une stratégie de recherche et des plans de référence. Donc, créer tout un environnement de travail dont on va parler, Inch'Allah ta'ala, concrètement. Et troisièmement, ensuite, faire le lien avec les sciences connexes et essayer de développer donc l'étude à partir des recherches complémentaires. Donc ça, c'est pas forcément un sommaire, hein, c'est les axes qu'on va essayer de développer durant cette recherche-là, mais c'est pas forcément un sommaire de ces trois parties. Par exemple, la dernière partie, on va l'évoquer, donc les liens connexes, on va l'évoquer ça et là dans le développement. Donc déjà, si on commence du coup par l'analyse et la compréhension du sujet. Qu'est-ce que ça veut dire analyser et comprendre le sujet? Bien, tout simplement, le premier point, on peut dire l'étape 0, que je vais essayer de valider lorsque je vais être face à un sujet scientifique, ça va être tout simplement de savoir où est-ce que je me situe, de comprendre la chose qu'on me demande. Donc de comprendre la phrase qu'on est en train de me demander d'analyser et de laquelle on va me demander de dérouler un développement. Parce que si je n'ai pas cette première compréhension, ben forcément, ça va m'amener au hors-sujet, ça va m'amener à la frustration. Et parfois, on veut un peu mettre la charrue avant les bœufs. Parce que vous allez me dire, oui, ok, d'accord, ça c'est clair, on n'a pas besoin de revenir à savoir comment comprendre une phrase. Mais mine de rien, c'est très important et c'est ce qui pêche souvent dans plusieurs recherches scientifiques ou démarches de recherche, que ce soit personnelles ou que ce soit à travers des exposés qui sont demandés de manière générale. La première chose à laquelle on va faire face comme problématique, ça va être de comprendre ce qui nous est demandé. Et parfois, on se précipite. On pense qu'on a compris, on pense qu'on connaît le sujet, on pense qu'on sait. On se dit, ah, les idées, elles commencent à fuser, alors qu'on ne se rend pas compte qu'on est on est fi wadi, dans une vallée, comme les Arabes le disent, et le sujet, il est dans une autre vallée. Donc, comprendre le sujet et définir les termes. Concrètement, ça passe par quelle étape? Ben, si j'ai une problématique face à moi, par exemple, je reprends un sujet qui vous avait été demandé il y a quelques semaines dans les exposés qui vous a été soumis. Ok, les 5 jugements juridiques, définition et application. Bien, je vois ici qu'il y a déjà des termes qui sont assez précis et assez directs. On parle de jugement. Donc, il va me falloir définir ce que c'est qu'un jugement au sens juridique. Au sens, comme on va le voir, déjà définir ce que c'est un jugement linguistiquement. Définir ce que c'est un jugement juridiquement, techniquement parlant dans la terminologie. Donc les 5 jugements juridiques, je commence par expliquer qu'est-ce que c'est qu'un jugement déjà, un hukm. Et pourquoi est-ce que ça a une importance, d'où est-ce qu'on le tire, quelles sont ses références, etc. Deuxièmement, je vois qu'il y a le terme juridique. Donc je vais me poser la question, juridique, ça renvoie à quoi? À quoi est-ce que ça fait référence dans notre contexte? Donc à quoi est-ce que c'est rattaché? Comment est-ce qu'on le définit? Comment est-ce qu'on le comprend dans le contexte juridique? Et je vois également qu'il y a 5. Donc je comprends qu'il s'agit d'un sujet bien précis. Et généralement, quand c'est limité comme cela, à un chiffre particulier, à voilà, c'est cantonné à quelque chose, eh bien, je comprends que c'est une terminologie que les savants ont acceptée comme telle. Je m'explique. Par exemple, si on vous dit, je donne un exemple qui n'a rien à voir, les 7 merveilles du monde.
Ben, vous comprenez que si on est arrivé à fixer 7, c'est qu'il y a des gens qui ont fait des recherches, qui ont comparé toutes les merveilles du monde, et qui en ont trié 7 qui sont bien définis, qui sont bien connus, et qui sont... c'est-à-dire que quand on dit aux gens les 7 merveilles du monde, ils comprennent déjà qu'on parle du Machu Picchu, qu'on parle du Taj Mahal, qu'on parle de ceci, cela. Vous comprenez? Donc quand j'ai un chiffre qui est défini, je comprends qu'il s'agit d'une terminologie, de quelque chose qui est fixé. Et donc dans mes recherches, je vais essayer de le retrouver. On va en parler plus tard. Dans les sommaires, je vais essayer de le retrouver dans les titres même de livres que je vais rechercher dans les librairies, dans les bibliothèques. Je vais essayer de le retrouver dans les différents domaines que je vais étudier, vu que c'est une terminologie. Alors, j'ai une question de Mohamed qui me dit comment définir un sujet de recherche dans ses recherches personnelles. C'est une remarque qui est très pertinente. Je vais l'aborder juste après de manière plus développée, mais on peut déjà en parler ici. Là, c'est une thématique que je vous ai fixée moi, les 5 jugements juridiques. Mais imaginons que vous lisez par exemple, vous lisez le Sharh al-Risala, vous êtes au début, et vous voyez que par exemple au début de la Risala, comme on avait pu étudier avec les étudiants de ce module-là, bien l'auteur, rahimahullah ta'ala, il va parler de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, par exemple. Et vous voyez que dans le sharh, le commentateur, il commence à développer sur qu'est-ce qu'est une sunna, qu'est-ce qu'est une nafila, et la différence entre la sunna et le wajib. Vous commencez à dire, sunna, wajib, à quoi est-ce que ça fait référence tout ça? Vous essayez d'élargir un petit peu et de voir qu'en fait, sunna, wajib, makruh, haram, mubah, c'est ce qu'on appelle les 5 jugements juridiques. Et vous voyez qu'on parle de ça. Et donc, vous avez fixé votre propre problématique. OK? Et donc, c'est une remarque pertinente de la part de Mohammed parce que ça me permet de donner ce conseil-là par rapport aux démarches personnelles. Si vous voyez que vous êtes dans un sujet, que vous tenez le bout d'un sujet, généralement, vous êtes comme un chercheur d'or. Vous voyez où les gens qui creusent dans les mines, quand vous voyez un petit diamant, c'est que généralement, il y a quelque chose de plus gros derrière. Donc, vous continuez à creuser, vous continuez à creuser, vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous essayez d'élargir. Un peu comme le jins el fasl, pour ceux qui se souviennent de ces définitions-là dans le mantiq. C'est-à-dire, on essaye d'élargir. On voit que, par exemple, je parle de wajib. Oui, mais wajib, ça s'inscrit dans quel domaine? Ah, ça s'inscrit dans les 5 règles juridiques, les 5 jugements juridiques. Ah, les 5 jugements juridiques, ça s'inscrit dans quel domaine? Dans le domaine du fiqh. Vous voyez, vous essayez d'élargir jusqu'au moment où vous voyez que vous n'avez plus besoin. Par exemple, dans le domaine du fiqh, ça y est, on n'a plus besoin d'élargir. On comprend ce que c'est le fiqh, on contextualise, hop, on revient au jugement et surtout ce qui va m'être pertinent. C'est-à-dire, ça ne sert à rien dans une recherche d'étudier toute la matière d'un coup, juste pour un point qui m'est voulu ou qui est intéressant. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je ne vais pas, moi, refaire le récapitulatif de tout le sommaire de la matière parce que je cherche un point dans cette matière-là. Ok? Donc j'élargis jusqu'à ce que ça me donne une vue d'ensemble du sujet qui m'intéresse. En l'occurrence, par exemple, les 5 jugements juridiques, bah, j'élargis pour pouvoir comprendre le wajib à la lumière des autres points qui s'opposent à lui dans les 5 points. Ok? Donc, si on résume, ça passe par étape 1, relire attentivement l'intitulé et identifier les mots-clés. Et si c'est un sujet de recherche personnelle, bien relire attentivement le contexte dans lequel je suis et voir les mots-clés qu'il y a derrière, que je peux grappiller pour me construire un propre sujet et une propre problématique. 2, définir les termes principaux. Une fois que j'ai trouvé mon sujet, ben, j'essaye d'en définir les termes principaux et on va y revenir. Ça, pour le moment, c'est encore la manière de comprendre soi-même, avant même de prendre un stylo et de noter. Parce que vous allez voir, quand je parle de définir, bien en réalité, à partir de ce moment-là, il faut déjà commencer à prendre un papier et un stylo et essayer de faire des fiches. Mais là, on va dire qu'on est déjà dans l'étape de la compréhension, de l'appréhension du sujet, et la manière avec laquelle on va aborder le sujet de recherche. Et troisièmement, contextualiser la recherche pour éviter les hors-sujets, savoir dans quel domaine je m'inscris, savoir dans quelle démarche je suis placé, etc. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, du coup, les définitions. Donc, quand je vais définir un terme, je vais avoir une méthodologie à suivre. À nouveau, j'en parlerai plus tard quand je vais parler de l'environnement de travail et des démarches concrètes. Mais là, normalement, je suis à l'étape où, certes, j'ai compris le sujet, maintenant j'essaye de prendre un papier et un stylo et commencer à faire des notes. Donc,
la première des étapes lorsque je vais définir un terme, c'est d'essayer d'en chercher la définition linguistique. Pourquoi la définition linguistique? Parce que la définition linguistique, elle va me donner la racine du mot notamment, et elle va me permettre de comprendre les nuances du mot, qui va me permettre de saisir l'essence du sujet, même si généralement il va y avoir une différence entre la définition linguistique et la définition terminologique, mais le fait de comprendre le sens du terme que je suis en train d'aborder, ça va déjà me donner une première piste et ça va me permettre de contextualiser, de me dire, ah d'accord, donc en fait ce terme ça s'appelle comme ça parce qu'il y a un lien avec ça. Ok, donc ce mot-clé-là que j'ai étudié, je vais essayer d'aller consulter les dictionnaires qui sont à ma disposition. Évidemment que je vais essayer de consulter ce que je peux consulter, c'est-à-dire je ne vous demande pas non plus d'aller dans les références extrêmement poussées extrêmement poussées des différents euh, ou les encyclopédies linguistiques en arabe. Je sais que vous n'êtes pas tous arabisants et encore moins doctorants en langue arabe peut-être, donc je ne vais pas vous demander quelque chose de trop important, mais voilà, je vous ai donné des références. En réalité, bon, ces références-là, je les ai mises à titre d'exemple, je voulais les compléter, euh, mais, euh, mais on aurait pu en donner des meilleurs. Donc vous avez parmi les dictionnaires que vous avez qui sont accessibles, Lisan al-Arab, c'est un des plus répandus, même si c'est pas forcément le plus accessible. En réalité, ça aurait été mieux de mettre, excusez-moi, j'ai rédigé ça rapidement dans le but de compléter, j'ai oublié de compléter. Al-Qamus al-Muhit de Fayruzabadi, qui est une bonne référence. Et sinon, Tarifat del-Jurjani. Tarifat del-Jurjani, ça peut être utile, après ça dépend. Ça dépend Ça peut être utile comme complément. C'est pas dans les références principales, on va dire. Qamus al-Muhit, généralement, c'est dans les références principales en langue arabe. Et si vous voulez en langue française, alors, hop, voilà. Si vous voulez en langue française, vous avez des dictionnaires, tout simplement, arabe-français, qui parfois contextualisent et donnent les ressources, entre guillemets, pour comprendre le terme en fonction du contexte, en fonction des différents contextes qu'il peut y avoir de son utilisation. Par exemple, vous avez également le dictionnaire Abd Nour, pour ceux qui le connaissent. Le dictionnaire Abd Nour, généralement, il va vous prendre un terme que vous allez choisir, il va vous le traduire en français et le développer en fonction des différents contextes. Vous avez aussi tout simplement le Larousse, mais le Larousse, c'est parfois beaucoup plus, c'est plus linguistique que terminologique. Rarement vous allez avoir des allusions à l'utilisation du terme dans les sciences religieuses, etc. Donc voilà. Et si jamais vous êtes dans une démarche d'étude du Coran, pensez aux étudiants des différents modules comme Tafsir, etc. Bien par exemple des ouvrages comme Mufradat al-Qur'an de Raghib al-Asfahani, qui peut être intéressant. Mufradat al-Qur'an. Et bien sûr des références aussi numériques, on va dire. Par exemple, vous avez des dictionnaires numériques comme bahith.info, comme tafsir.app. Vous avez dedans des dictionnaires pardon, numériques qui sont accessibles, en plus des tafsirs. Donc dans tafsir.app, vous allez en haut à gauche sur les menus, vous avez ma'ajim. Ma'ajim, ce qui signifie dictionnaire au pluriel. Bahith.info, il me semble qu'il est toujours en place, le site, et c'est un site qui est assez pertinent parce que ça vous donne le terme défini dans la plupart des dictionnaires que vous avez. Et sinon, vous avez tout simplement Al-Ma'ani aussi, qui est une bonne référence. Al-Ma'ani, c'est une référence accessible et c'est une référence simple. Et vous avez aussi un onglet dans le Ma'ani qui traduit en langue française et généralement ça vous donne un minimum de contexte. Donc si jamais c'est quelque chose de très particulier, un domaine, c'est-à-dire un terme qui est utilisé dans un domaine en particulier, ben, ça va vous donner le contexte. Ça va vous expliquer, voilà, c'est utilisé dans tel domaine, etc. Est-ce que je peux effacer pardon, ces références? J'aurais dû les rajouter dans le texte principal, hein, je suis désolé, mais bon. Je vous invite à les rajouter dans vos notes. C'est bon, je peux effacer ce point-là. Bahef.info n'est pas accessible dans toutes les localisations. Alors, à voir. Bon, après, si c'est une question de localisation,
peut-être utiliser un... Ah, c'est bahith.net ou bahith.info? Euh, c'est bahith.info. Mais oui, le site avait quelques problèmes. Je l'utilisais fut un temps, mais il avait quelques problèmes. Bon, là, il est bloqué apparemment. La connexion n'est pas privée. Bon. Sinon, il y a Tafsir App qui fait très bien le travail, hein. Est-ce que vous pourriez nous faire une démo sur shamila.ws en faisant comme si vous étiez non-arabophone pour nous montrer comment se débrouiller dessus? Par exemple, si on cherche du contenu sur Ahmed Zarrouk, et pourriez-vous dire quelle intelligence... on va en parler, Inch'Allah. On va en parler. Tout ça, j'ai préparé, Inch'Allah. Donc, deuxième point, établir la définition terminologique. Établir la définition terminologique, ça veut dire quoi? Maintenant que j'ai compris le terme dans la langue arabe, eh bien, je vais chercher la définition dans son contexte. Et là, évidemment, qu'il y a des ouvrages aussi, des références. Vous avez par exemple dans le fiqh al-hudud de l'imam Ibn Arafa. Dans la langue, vous avez justement Ta'rifat de l'imam al-Jurjani que Bilal a cité tout à l'heure. Donc vous avez des références terminologiques, des références pardon, qui traitent des définitions terminologiques. Ou sinon, si vous voulez, dans les références qui sont accessibles numériquement parlant, vous avez Al-Mawsu' al-Fiqhiyya al-Kuwaitiyya, qui traite souvent surtout les termes qui sont liés au fiqh, mais c'est assez large, ça peut aussi renvoyer au sol fiqh, etc. Et d'autres sujets. Donc Al-Mawsu' al-Fiqhiyya al-Kuwaitiyya, l'encyclopédie du fiqh koweïtienne. Et sinon, si jamais c'est pas accessible pour vous, comme je l'ai dit, Abd al-Nour, il y a des définitions terminologiques qui peuvent être présentées. Al-Ma'ani aussi. Donc recherchez la définition du terme dans son contexte technique. Par exemple, la signification du mot ijtihad. Si je sais que, par exemple, j'ai un sujet qui renferme le terme ijtihad, mais je vais faire une fiche. Je vais commencer ijtahada. Donc ijtihad, ça vient de ijtahada, qui vient de l'jahd, qui signifie l'effort. Et donc ça a une notion d'effort, ça implique la notion d'effort. Ah, intéressant. Je peux aussi revenir à comme référence. Vous pouvez le noter, hein, je vous donne des références comme cela. Le Mu'jam Maqayis al-Lugha, le dictionnaire d'Ibn Faris, d'ailleurs que vous pouvez trouver, hein, sur bahith.info si vous y avez accès, ou sur tafsir.app, vous pouvez le trouver facilement. Mu'jam Maqayis al-Lugha qui a la particularité de fournir des définitions racinaires. Ça veut dire on va revenir à la racine du terme et on va le remettre dans un contexte beaucoup plus général. Donc, par exemple, le jim, le ha et le dal. Pourquoi est-ce que ça indique à chaque fois la notion d'effort et de difficulté? Et de là, on va retrouver le terme ijtahada, ijtihad. On va retrouver le terme jihad, donc l'effort et la difficulté dans le combat. On va retrouver le terme jahd qui signifie la fatigue et la difficulté. Ajhadahu, ay athqala alayhi. Le ajhada, ça signifie fatiguer quelqu'un, etc. Et donc ça peut être très intéressant si vous avez une définition à chercher. Par exemple, vous avez un sujet sur nafs, dans tasawwuf. Étudier un nafs, la définition de nafs et qu'est-ce que ça représente, et qu'est-ce que ça signifie dans les contextes où c'est positif, dans les contextes où c'est négatif, les différents types de nafs, les 7 catégories de nafs que les savants donnent. Mais vous commencez par une définition linguistique de nafs, avec Mu'jam Maqayis al-Lugha, par exemple. Vous allez rechercher sur la racine de nun, fa, sin. Et ensuite, vous développez au niveau terminologique, donc en recherchant dans les références des différentes sciences. Par exemple, ici, en l'occurrence de Tasawwuf, vous allez chercher dans Ihya Ulumuddin, par exemple, de l'imam Ghazali, les premiers chapitres, on parle de nafs, et vous allez développer à partir de là. Vous allez chercher dans les versets du Coran où on parle de nafs, les premiers généralement dans le tafsir, et vous cherchez des tafsirs qui sont un peu plus axés sur la dimension spirituelle, comme peut-être Ruh al-Ma'ani de l'Alousi. Je donne beaucoup de références, si jamais vous avez besoin qu'on revienne sur une référence, vous me dites, hein. Et vous allez rechercher à ce niveau-là, vous allez dire, ah, donc ce verset-là, il parle de nafs, donc je vais voir qu'est-ce que le savant en dit dans le tafsir du verset. Et sûrement qu'il y a une définition. Cheikh Tahar ibn Ashur, rahimahullah ta'ala, généralement, il va aussi beaucoup développer les définitions linguistiques et terminologiques. Il va faire le lien entre les deux. Et ce qui est intéressant dans ce genre d'ouvrage, on va dire encyclopédique, comme le tafsir de Cheikh Tahar ibn Ashur, ou d'autres tafsirs, d'autres références, c'est qu'ils vont aussi développer dans les différentes sciences et dans les différents contextes. Donc ça aussi, ça peut vous être utile. Tafsir al-Tha'alibi aussi, ça peut faire partie des références, même si c'est un peu plus concis de mémoire. Donc, utilisez des ouvrages spécialisés
la référence de l'imam Ibn Arafat, c'est Kitab al-Hudud. Kitab al-Hudud. Et il a un commentaire de l'imam al-Rassa' qui est intéressant. Vous trouvez le Sharh d'Ahmed Zarruq sur Al-Hikam, vous tapez Sharh Ahmed Zarruq Al-Hikam sur Google, vous allez le trouver en PDF très facilement. Et il y en a plusieurs, il y en a une bonne dizaine qu'il a édité. Enfin, lui, il en a écrit une quarantaine de mémoire. Mais il y en a une bonne dizaine qui sont édités. En tout cas, il y en a un principal qui est disponible sur Internet en PDF. Ok, et le troisième point, pour ne pas trop tarder, on va essayer d'avancer un petit peu. Analyser les implications du terme dans le sujet d'étude. Donc faire le lien, entre guillemets. J'ai eu ma définition linguistique, j'ai ma définition terminologique, je fais le lien avec le sujet que je suis en train d'étudier et comment est-ce que ce terme-là s'applique au sujet que je suis en train de voir. Par exemple, si mon sujet c'est l'ijtihad à l'époque contemporaine, est-ce que la porte de l'ijtihad est fermée ou pas? Est-ce que les savants peuvent toujours faire l'ijtihad ou pas? Une fois que j'ai défini l'ijtihad au sens linguistique, que je l'ai défini au sens technique, eh bien là je vais commencer à voir en quoi est-ce que ce terme-là et sa définition va avoir une répercussion sur le sujet que je suis en train de développer. Donc comment le concept a été adapté ou a été reformulé. Et pareil pour les différentes sciences, que ce soit le fiqh, le hadith, le tasawwuf, etc. Ok? Donc ça, c'est pour les définitions. Maintenant, on va parler des outils concrets. On a fait beaucoup de blabla sur la théorie, maintenant on va parler sur la pratique. Dans la pratique, dans la dimension concrète des choses, comment est-ce que je fais pour faire une recherche? Là, je suis devant un sujet, hop, je suis assis sur mon bureau, sur ma chaise, assis devant mon bureau, pardon, et sur ma chaise. Et donc, je veux commencer à faire une recherche. Bien, la première des choses que je vais essayer de me faire, c'est d'établir son environnement de travail. Par environnement de travail, c'est tout simplement nettoyer mon bureau, aller chercher dans ma bibliothèque tous les livres que je peux chercher si j'ai des livres en papier, mettre ma tablette par exemple si j'ai une tablette, mettre mon ordinateur si j'ai un ordinateur, mettre mes feuilles de papier, mon stylo si jamais, et mes surligneurs si jamais j'ai besoin de ça. On va en parler de la dimension numérique, la dimension papier. En gros, me créer un environnement de travail et de recherche. De préférence pas dans ma chambre, dans un endroit où je peux avoir l'esprit libre pour travailler. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, mais pour éviter d'être perturbé par les autres éléments extérieurs. Donc, je commence déjà, la première des choses que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma bibliothèque ou dans une bibliothèque de manière générale. Dans une bibliothèque, si jamais j'ai pas beaucoup de livres à la maison, ben j'essaye d'aller dans une bibliothèque. Si c'est un domaine profane, ben dans une bibliothèque profane. Si c'est un domaine islamique, dans une bibliothèque dans laquelle il y a des livres islamiques. Ça peut être par exemple dans une mosquée. Il y a souvent des mosquées où il y a beaucoup de livres et il y a des grandes bibliothèques. Parfois, les mosquées de votre ville ou de votre quartier, vous les sous-estimez en termes de référence. Il y a beaucoup de livres qui sont mis pour la sadaqa et qui peuvent être très intéressants. Ça m'est arrivé de dizaines de fois de voir Lisan al-Arab. Bah, dans la mosquée de ma ville, juste en bas de chez moi, il y a Lisan al-Arab. Je me suis toujours posé la question d'ailleurs, qui va lire Lisan al-Arab entre le Maghreb et l'Isha assis à la mosquée. Mais ça peut être intéressant pour vous. Vous allez à la mosquée, en plus il y a la baraka de l'endroit. Vous regardez dans les références, vous demandez, il y a surtout les grandes mosquées. Généralement, ils ont des grandes bibliothèques. Donc vous avez des références qui sont accessibles. Dans les instituts islamiques aussi, il peut y en avoir. Donc voilà, vous regardez toutes les références. Si vous avez accès à l'arabe, évidemment, si vous êtes arabophone. Et sinon, si vous n'êtes pas arabophone, au moins les références en français. Vous allez voir dans les librairies. Bon, pas forcément poussé à acheter, mais vous allez voir dans les librairies au moins les termes de référence qu'il peut y avoir. Et il y en a qui sont accessibles. On va dire que, certes, on dit souvent que la bibliographie en français elle n'est pas si développée que ça. Il y a pas autant de références que ça, effectivement. C'est vrai, mais on va dire que dans chaque science, pardon, il y a au moins les bases. Il y a au moins un ouvrage de base. Donc, rassemblez toutes les références possibles. Toutes les références que vous avez à disposition, les dictionnaires, les livres attachés à la science en question, à des sciences liées. Et ensuite, prendre les outils nécessaires autour de soi, donc en papier et en numérique. Je dis en papier et en numérique parce que les deux méthodes sont complémentaires. Il ne faut pas juste, par exemple, se poser comme ça avec sa tablette dans son lit et penser qu'on va faire une recherche. Non, il faut qu'il y ait les deux. Les deux sont complémentaires. Euh, et si vous devez en privilégier un des deux, bien c'est le papier. La méthode en papier. Alors, c'est pas pour faire l'homme des cavernes, mais il y a la baraka de la recherche avec le papier et surtout que c'est beaucoup plus pertinent, comme on va le voir,
Généralement, le numérique, on passe à côté de beaucoup de choses avec la magie du contrôle F et la magie de la recherche. Alors que quand vous prenez un livre en papier, je cherche un sujet, hop, j'ouvre le livre. Ah, mes yeux vont tomber déjà sur un autre sujet, parfois, subhanallah, par hasard, comme ça. Donc je vais me dire, ah d'accord, donc je retiens ça, et j'essaye de mettre ce genre de post-it pour diviser les sujets. On va en parler de toutes les manières. Hop, je tourne les pages. En tournant les pages également, je vais lire. Donc j'essaye de trouver dans le sommaire. On va en parler aussi. Donc la méthode du papier, elle est beaucoup plus intéressante. Mais les deux méthodes sont complémentaires en réalité parce qu'il y a beaucoup de références qui vont être difficiles d'accès en papier et qui vont être beaucoup plus simples à aborder, surtout pour les non-arabophones. Je pense à vous, hein, ceux qui pensent être largués depuis le début parce qu'ils n'ont pas accès à l'arabe. Vous n'êtes pas largués. Déjà, essayez d'appliquer tous les conseils que je donne en arabe aux références en français que vous pourrez trouver. J'ai touché au micro? Non, j'ai pas touché au micro. J'ai pas touché au micro normalement. Donc essayez de trouver toutes les références que vous pouvez avoir en langue française et je vais parler également de l'accès aux références en langue arabe. Aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, c'est plus aussi difficile qu'à l'époque. Donc, si on parle de l'environnement de travail, vous voyez, bon, je vous ai mis une petite image d'illustration que j'ai trouvée tout à l'heure. Et ça encore, c'est rien, hein. J'ai déjà vu des, bah, par exemple, un de mes cheikhs, Cheikh Mouloud Sariri, hafidhahullah ta'ala, vous rentrez dans son bureau, vous allez retrouver sur son bureau énormément de livres qui sont éparpillés comme cela quand il est dans le travail d'écriture. Euh, il y avait un des savants qui disait comment savoir un talib ilm qui lit et qui ne lit pas. Le talib ilm qui ne lit pas, qui ne travaille pas, sa bibliothèque elle est bien rangée. Celui qui lit, sa bibliothèque elle est mal rangée. Il y a toujours un livre au-dessus, il y a toujours un livre penché, il y a toujours un livre qui est sorti, les livres qui sont pas dans l'ordre. Parce que celui qui ne lit pas, sa bibliothèque elle est faite pour décorer, machallah, bah, il a mis les livres dans l'ordre, comme ça, classifiés, etc. Alors que celui qui lit, bah, vous avez des livres à côté de lui, des tables sur la table de chevet, vous avez des... Donc voilà, généralement avec les petits supports comme ça, alors, pour le tips, hein, si ça vous intéresse de recréer exactement cet environnement de travail, les petits supports comme ceux-là, ils sont disponibles sur Amazon. Enfin, non, pas Amazon, je crois que je sais pas si c'est à boycotter ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, ils sont disponibles dans le commerce. C'est généralement les pupitres qui sont pour le domaine musical, entre guillemets. Donc vous pouvez avoir facilement, normalement dans le commerce, ce genre de petits supports pour les différents livres. Acheter des livres avec ambition de les lire, est-ce une bonne chose à faire? Oui, tout à fait, bien sûr. Plus vous rassemblez de livres, et mieux c'est, même si vous n'y avez pas accès maintenant. Donc, on a dit la dimension numérique, déjà, pour commencer. Donc, préparez un ordinateur ou une tablette, si vous y avez accès, hein. Si vous n'avez pas accès, même un smartphone ou n'importe quel support avec lequel déjà vous suivez cette intervention. Je sais que parfois les moyens peuvent être limités, donc je ne demande pas à tout le monde d'acheter une tablette. C'est pas forcément à la portée de tout le monde. Si vous avez les moyens, allez-y. Pour moi, c'est un très bon outil, la tablette. Donc vous prenez, il y a des tablettes pour quelques centaines d'euros dans le commerce, pas forcément un iPad, même si l'environnement est agréable dans le sens où c'est facile d'utilisation. Mais n'importe quelle tablette, ça fait déjà le travail. Et si vous souhaitez un iPad, il y en a pour quelques centaines d'euros. Je sais pas du coup Apple si ça a boycotté ou pas aussi. Mais dans le marché d'occasion, vous pouvez en trouver. Et ça peut être très intéressant, vraiment, parce que ça peut vous donner accès à des ouvrages en PDF beaucoup plus facilement que de les voir sur l'ordinateur comme ça, avec la souris, etc. Et notamment aussi, ça vous donne accès au stylet qui vous permet de prendre des notes, de surligner. Donc ça peut être intéressant. Donc ordinateur de préférence, donc ou tablette, une application de prise de notes et d'annotation, donc pour pouvoir stocker et organiser vos notes. Donc vous avez des applications comme GoodNote, c'est une application qui est payante, mais je sais que c'est une très bonne application. Vous avez une application qui est Ultranote aussi, j'ai commencé à l'utiliser, mais j'ai pas tant approfondi que ça pour vous donner un retour. Moi généralement j'utilise Freeform, comme vous pouvez le voir dans les cours. Donc voilà, vous ouvrez cette application-là, vous placez votre environnement virtuel et vous vous accompagnez des bibliothèques islamiques qui sont disponibles sur... Alors, acheter de la seconde main ou du reconditionné aussi, c'est moins cher et on ne donne pas d'argent à l'entreprise si elle est à boycotter. Ben voilà.
Par rapport à la lecture, est-ce qu'on peut considérer la langue arabe comme fondamentale pour le talib? Normalement, oui, la langue arabe, elle est fondamentale. La langue arabe est extrêmement importante. Et c'est pour cette raison que cette année, j'ai essayé d'introduire des cours moitié en langue arabe. Normalement, majoritairement en langue arabe, mais on a déplacé le curseur petit à petit vers la moitié, voire moins. Mais la langue arabe, elle est fondamentale, donc je ne peux que vous inciter à essayer de développer vos capacités en langue arabe. Mais vous savez, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en se lançant dans le bain qu'on apprend à nager. Ne vous laissez pas avoir par la sensation d'être perdu quand vous êtes devant un livre en arabe, vous comprenez rien. Si vous avez quelques bases, c'est déjà intéressant. Vous savez, il suffit de quelques étincelles pour allumer un feu. Il suffit de quelques étincelles pour allumer un feu. Donc, à partir du moment où vous soufflez des étincelles, euh, vous pouvez commencer déjà la flamme. Vous voyez? Euh, donc, une fois que si vous avez les petites bases dans la langue arabe, ben, ne serait-ce que déchiffrer, ne serait-ce que habituer votre œil à regarder, à lire en arabe, vous allez voir que ça va vous faire évoluer de manière fulgurante et en une année, vous pourrez changer radicalement de niveau juste en faisant ce travail-là personnel. Quand j'étais plus jeune et que je voulais justement travailler mon arabe, ce que je faisais, c'est que j'allais à la mosquée, justement. Il y a une mosquée juste au-dessus de chez moi. J'allais et je prenais tous les livres dont je vous parlais justement, Fath al-Bari, le commentaire de Nawawi dans Sahih Muslim. Et il y avait aussi le dictionnaire Abd Nour dans la bibliothèque de la mosquée, même si je l'utilisais rarement. Et j'ouvrais le livre et j'essayais de lire. Et même si je comprenais rien du tout, j'avais un bloc-notes que j'ai toujours d'ailleurs, faudrait que je le retrouve, je sais plus où est-ce que je l'avais mis, où j'essayais de recopier les pages. Je comprenais pas grand-chose, mais j'essayais de recopier les pages. Et je recopiais, je recopiais. Au bout d'un moment, j'ai commencé à distinguer les termes qui revenaient souvent. J'ai commencé à comprendre le contexte des différentes sciences, etc., etc. Bon, quand je dis que je comprenais pas grand-chose, c'est que parfois il y a des termes techniques qui pouvaient être compliqués, etc. Mais quand ils reviennent souvent, on se dit, ah, ça c'était avant dans tel contexte, et maintenant je le revois dans tel contexte, donc peut-être que ça veut dire ça, et on commence à déchiffrer. C'est comme ça que l'étude de la langue elle se fait. Vraiment, il faut se lancer, il faut pas avoir peur. Donc, troisièmement, on a dit les bibliothèques islamiques et les livres PDF. Donc, les ressources que j'utilise à titre personnel, je vous les partage. Généralement, Shamila, c'est la ressource principale. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la version old, donc l'ancienne version, vous pouvez télécharger les livres et les convertir dans le document en doc, le convertir en document Word. Et donc, ça va permettre aussi de les traduire plus facilement, comme on va y arriver par la suite. Islamicarchive.cc aussi, il y a quelques références qui sont intéressantes. Kitabonline.com, il y a quelques références qui sont intéressantes, même si c'est deux sites que j'utilise beaucoup moins. Vous avez le fameux archive.org pour les PDF. Et vous avez des ressources Telegram. Donc si ça vous intéresse, je pourrais vous partager les canaux. Donc il y a pas mal de canaux sur Telegram qui diffusent des livres PDF qui sont très intéressants. Donc vous avez un canal qui s'appelle Al-Muttaka. Al-Muttaka. Vous avez un canal qui s'appelle, alors que je le retrouve, un canal Telegram qui s'appelle Al-Mutun al-Ilmiya, que j'utilise aussi. Vous avez un autre Telegram bon, qui est beaucoup plus généraliste, il y a un peu de tout et n'importe quoi, et orienté un peu saoudien. Mais Majmou'at al-Kutub al-Musawwara, etc. Et enfin, l'intelligence artificielle générative, les langages d'intelligence artificielle pour la traduction. Alors ça va être la base que vous allez utiliser pour la traduction. Alors je sais que pour que ce soit qualitatif, malheureusement, il faut prendre les options qui sont payantes. Pareil, je ne vous demande pas si vous avez pas forcément le budget pour de payer une intelligence artificielle. L'objectif, c'est pas de faire de la publicité pour quoi que ce soit, mais juste pour vous dire que de nos jours, vous avez la possibilité, ne serait-ce que pour des petits textes, pour avoir un petit contexte de ce dans quoi on est, utiliser ces intelligences artificielles. Donc vous avez le fameux chat GPT, vous avez Gemini, vous avez Claude, vous avez ce genre d'options qui peuvent être disponibles gratuitement. Donc ils ont des formats gratuits avec utilisation limitée. Vous avez aussi des plateformes, alors je regardais ça tout à l'heure, alors GPT for All, qui vous permet d'avoir accès à GPT-4
Alors évidemment, je vous lance pas dans le bain en vous disant traduisez tout ce qui vous vient sous la main et ce sera une traduction 100% correcte. Mais ne serait-ce que pour avoir un peu de contexte, ne serait-ce que pour avoir un petit peu de, on va dire quelques références, ne serait-ce que pour comprendre, etc., avoir des sources complémentaires, ça peut être très intéressant si vous n'êtes pas arabophone ou si vous tâtonnez encore en langue arabe. Si vous n'êtes pas du tout arabophone, que vous ne savez même pas lire, évidemment que ça va être beaucoup plus compliqué. Donc ça peut être intéressant toujours, mais on va dire de manière plus limitée et avec beaucoup plus de précautions. Mais c'est très intéressant si jamais vous avez, on va dire, une compréhension de la moitié du texte et qu'il vous reste l'autre moitié. Ça va vous permettre de compléter. Le souci, c'est que la plupart des ouvrages sont scannés, donc on ne peut pas les traduire facilement avec des traducteurs. Très intéressant. Vous savez qu'il y a des options aujourd'hui d'OCR qui sont pertinentes. Donc je vais vous dire l'option d'OCR. Alors OCR, qu'est-ce que c'est? C'est scanner une page en arabe et en extraire le texte. Scanner une page dans n'importe quel langage, hein. Scanner dans n'importe quelle langue, pardon. Scanner une page d'un document PDF, donc une image, et en extraire le texte. Ce qu'on appelle l'optical, je ne sais quoi, reading. Euh, la méthode d'OCR que j'utilise, il y a une méthode que j'utilise habituellement et une qui vient d'être développée qui est très intéressante. Celle que j'utilise habituellement, c'est tout simplement Google Drive. Donc vous mettez le PDF sur Google Drive, il faut que ce soit en bonne qualité, de préférence, et en essayant d'éviter qu'il y ait à chaque fois des textes en note de bas de page, etc. Ce que je fais généralement, c'est que je fais une capture d'écran de la partie de la page qui m'intéresse, et ensuite j'essaye de compiler ça dans un document PDF. Donc vous avez Google Drive, vous mettez votre PDF sur Google Drive, quand vous cliquez sur le PDF sur Google Drive, en haut ça met ouvrir dans Google Doc. Et quand vous ouvrez dans Google Doc, ça fait directement la retranscription en Word. Et sinon, vous avez ce site-là, que je vous invite à consulter, qui est en arabe aussi. Donc, soit vous essayez de le traduire automatiquement si vous n'avez pas accès, ou ça parlera en tout cas, c'est à qui ça parle. Ce site-là, tahwil.ieasybooks.com, qui est une nouvelle méthode qui a été développée donc récemment pour justement faire de l'OCR sur des ouvrages PDF. Et c'est une méthode qui est très pertinente. Ça vous donne ensuite le document en .txt ou en .word. Et vous avez une vidéo YouTube que je vous ai mis qui vous explique cela. Oui, c'est gratuit, Tahwil. Drive aussi, c'est gratuit. Les options que je vous ai données, c'est gratuit. Ok, donc tout ça, c'est au niveau numérique. On peut faire ça aussi avec Google Lens, effectivement, même si Google Lens, par expérience, c'est un peu moins pertinent. Avant, je faisais ça avec Google Traduction aussi, avant de découvrir la technique de Google Drive. Mais pareil, c'est un peu moins pertinent, on va dire. C'est moins précis. Et la technique, l'environnement, évidemment, papier. Donc, comme on a dit, sortir les références principales de sa bibliothèque, s'armer de surligneurs et de post-it. Toujours avoir un surligneur à disposition. Ouais. Malheureusement, j'ai mes stylos qui sont tombés. J'avais fait tomber ma lampe. Tout est tombé derrière. Mais voilà. Bon, j'ai pas accès à mon surligneur. Il est derrière le bureau. Mais toujours un surligneur à disposition. Toujours un stylo à disposition. Des stylos de couleur. Et des post-it aussi. Alors, les post-it, qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Ça va me permettre de faire comme ici, par exemple. Vous voyez, c'est un livre que j'ai un peu poncé, on va dire. Par exemple, j'ai un sujet de recherche que je veux faire. Bon, déjà, les surligneurs, vous voyez, je surligne les parties importantes. Ça sert à rien de surligner toute la page. Quand vous commencez à surligner trop de choses, il faut revoir votre méthodologie. On surligne ce qu'on veut refaire sortir, ce qu'on veut faire ressortir. En gros, dans votre tête, quand vous surlignez, vous vous dites, si jamais j'étais en train de lire cette page-là à l'oral et de présenter cette page-là, sur quoi est-ce que j'aimerais mettre l'accent? Sur quoi est-ce que j'aimerais attirer l'attention? Qu'est-ce que j'aimerais retenir dans mon discours? Qu'est-ce que j'aimerais garder en tête? Vous surlignez comme cela. Et si par exemple vous arrivez à un sujet où vous avez besoin de développer un petit peu la recherche, alors que je le retrouve, j'espère qu'il n'est pas tombé, parce que j'ai voyagé beaucoup avec. Ah voilà, c'est bon. Donc vous mettez des post-it sur le livre comme cela. Donc vous prenez un post-it, vous écrivez par exemple le résumé d'une partie. Vous écrivez aussi avec... voilà. Donc vous pouvez faire un post-it pour une recherche. Donc vous avez une recherche ici par exemple, c'était le sujet de Tayammum.
pour la personne qui est résidente pour la salat al-Jumu'ah, est-ce que c'est autorisé ou pas? Hop, recherche, résumé. Donc les post-it, un outil très intéressant et très important pour vos lectures. Donc surligneur pour marquer les passages clés, post-it pour ajouter des notes rapides ou des résumés des paragraphes importants. A-t-on le droit de surligner des passages de traduction dans le Coran? Oui, des passages de traduction, oui. Le Coran en lui-même, c'est mieux d'éviter. Mais même pour l'étude, il n'y a pas d'interdiction. Également des feuilles de Bristol. Donc les feuilles de Bristol, pareil, j'en avais à disposition. Mais mon bureau n'est pas rangé. Bon, vous voyez juste l'arrière en pensant que c'est bien rangé. Malheureusement, c'est pas du tout le cas. Alors, bon. Les feuilles de Bristol, vous savez ce que c'est? C'est les petites fiches de papier dur, solides plutôt, qui vont être intéressantes pour les définitions. Donc si par exemple j'ai un concept, c'est pas une feuille de Bristol, on va dire que c'est tout comme. J'ai un concept que je veux travailler, je prends un papier, j'écris par exemple al-ijtihad, j'écris l'ijtihad, j'écris définition linguistique, j'écris définition terminologique, j'écris les références dans lesquelles j'ai trouvé ces définitions-là, j'écris les implications de cette définition-là, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça signifie, c'est quoi la portée de la définition et du terme, etc. Et j'essaye d'organiser, de classifier ces fiches-là par concept, par matière, pardon, pour pouvoir y revenir facilement et développer facilement en fonction de la matière dans laquelle je me situe. Donc si c'est le fiqh, si c'est le tafsir, si c'est le hadith, etc. Avec un code couleur, avec... Bon, ça je laisse votre patte artistique se développer. Désolé. Deuxième point, établir un premier plan de recherche. Donc je vais aller rapidement sur ces points-là parce que là on commence à rentrer dans le technique et ça fait beaucoup, 1 heure de technique sans pause. Donc établir une liste de recherche principale, rechercher les ouvrages de base dans la discipline concernée, par exemple les classiques du fiqh, du tafsir ou de la aqida. Consulter les bibliographies dans les ouvrages généralistes ou les bases de données numériques pour repérer les titres pertinents. Donc ce que je vais faire premièrement, c'est que je vais faire un balayage de tous les livres qui vont être dans ce domaine-là par exemple. Donc un balayage, par exemple, je vais me dire la science du fiqh, bah, je vais avoir, même comme ça de tête. Et après, de fil en aiguille, je vais essayer de voir. Regardez, un point qui est intéressant que je vous conseille, j'ai une recherche à faire dans la science du fiqh. Je me dis, première référence, allez, je prends le Sharh d'Ibn Ashir. Ok, Sharh d'Ibn Ashir, très intéressant. Je vais aller à la fin du livre et je vais voir si l'auteur a cité des ressources. Si généralement, le vérificateur, le muhaqqiq, va citer des ressources. Bon, malheureusement, ça c'est un tahqiq qui n'est pas de bonne qualité. Donc il n'y a pas forcément de ressources. Mais par exemple, je vais regarder aussi dans les notes de bas de page. Je vois que par exemple, il y a Taj al-Iklil qui revient souvent. Il y a le Sharh de Zurqani. Surtout dans le sujet qui m'intéresse. Par exemple, j'ai une recherche à faire sur les conditions de l'obligation de la salat. Donc je regarde et je vois par exemple, ah, Sharh al-Kabir, je note. Même si je ne connais pas les livres, hein, même si j'ai jamais entendu parler du livre, je note et je vais ensuite me renseigner. Et ce qui est intéressant, c'est que sur des sites comme Shamila par exemple, vous avez généralement sur la page du livre, vous avez le résumé de ce que ce livre-là euh, représente. Et donc vous pouvez traduire rapidement. Ça, c'est intéressant aussi de le traduire avec l'IA, de savoir par exemple qu'est-ce que ce livre-là dit en résumé. Donc voilà. Ad-Durr al-Thamin, je note. Jam' al-Ummahat, je note. Euh, etc. etc. Donc j'essaye de voir et de voir si j'ai accès à ces références-là. Je note, je note, je note, je note. J'essaye de compiler. Il y a des ouvrages qui sont un peu mieux travaillés. Si je prends par exemple, voilà, Fiqh al-Maliki wa Adillatuhu, un ouvrage qui est un peu mieux travaillé. Alors, est-ce que dans ce volume-là, bon, malheureusement, c'est à la fin, il me semble que c'est dans le premier ou dans le dernier volume qui met les références. Mais en tout cas, à la fin de certains volumes, vous avez toutes les références qui sont utilisées pour le tahqiq. Il va vous dire, voilà, j'ai utilisé telle référence, telle référence, telle référence. Quel livre on peut essayer de voir? Voilà, Shamal Muhammadiyya de al-Bajouri. Vous avez à la fin, en espérant que pour le coup ça fonctionne. Voilà. Voilà, ça c'est intéressant. Vous voyez? Des ouvrages qui vont être
Bon, en réalité, non, ça c'est les ouvrages publiés par l'auteur, mais c'est à peu près le même système. Et même dans les livres français, vous avez ça, hein. Vous avez les ouvrages qui sont utilisés en référence et les ouvrages qui sont utilisés en complément de la recherche. Donc ça va vous mettre voir aussi. Ah, désolé, excusez-moi pour l'interruption. Euh, donc, comme on disait, établir une liste de références principales, essayer de faire un balayage des principales références. Deuxièmement, analyser les sommaires et les notes de bas de page, comme je vous le disais également. Donc, regardez le sommaire du livre pour voir le chapitre pertinent. Par exemple, j'ai une recherche dans le fiqh également du commerce, mais j'essaye de prendre le volume de l'Bouyour dans le fiqh al-Maliki wa Adillatuhu, et je regarde dans le sommaire. Ah, ce qui m'intéresse, c'est Bay'us Salam. Mais je vais aller regarder dans Bay'us Salam, par exemple. C'est quelle page? C'est ça. Ah, d'accord, c'est cette page-là. D'accord, bah, je vais essayer de regarder et de voir les références que l'auteur propose. Et créer un système de fiches de lecture, comme on l'a dit. Donc, comme on le disait précédemment dans la continuité, ça s'applique aussi à ce domaine-là. Pour chaque source qui est consultée, j'essaye de noter. Donc, je parlais des fiches de Bristol pour les définitions juste avant. Il faut aussi que je les utilise pour les recherches. Donc, si j'ai consulté une source, je vais mettre par exemple, j'ai consulté Al-Fiqh al-Maliki wa Adillatuhu pour tel sujet, tel sujet, tel sujet. Ça va me permettre d'avoir un retour rapide et d'avoir une feuille de route. Pourquoi? Parce que souvent, quand on s'étale dans les recherches, on enchaîne l'une après l'autre, après l'autre, après l'autre, et on se souvient plus, on se dit, ah mais tel sujet, je l'avais vu dans tel livre. Donc soit vous avez une excellente mémoire photographique, et vous vous souvenez que ah, c'est un livre qui était avec tel type de page, tel type d'écriture, donc ah, je pense que c'est celui-ci, et à tel endroit, etc. Soit, peut-être ça peut être un peu plus compliqué, et donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une feuille de route en notant toutes les références et pourquoi est-ce que vous avez cherché dans ce livre-là. Donc si jamais vous trouvez un passage qui est intéressant, par exemple dans le Fiqh al-Maliki wa Adillatuhu, sur, par exemple, le Murabaha dans le contexte dans lequel on est. Ben vous dites, ah, c'était intéressant, j'avais trouvé dans le Fiqh al-Maliki wa Adillatuhu, al-Murabaha, hop, vous notez, et vous mettez ça de côté. Et si vous revenez à cette référence-là, bah, sur la même ligne, virgule, vous rajoutez un autre sujet. Donc pour chaque source consultée, rédiger une fiche synthétique indiquant les informations principales, les arguments clés, les références bibliographiques et les citations intéressantes. Euh, donc les fiches, ça peut être évidemment des fiches physiques ou numériques. Donc ça peut être intéressant aussi dans un document freeform. Ça permet d'avoir un arbre, le document freeform. Donc vous placez le point au centre, vous faites des connexions en disant par exemple sur freeform, j'essaierai de vous afficher l'écran si ça vous intéresse, même si on tarde un petit peu là. Mais, euh, mais sur Freeform, par exemple, bon, je vous le mets comme ça. Désolé, c'est un peu du bricolage. Mais voilà, par exemple, j'ouvre un nouveau document. Oui, j'ouvre une nouvelle fenêtre et je vais dire, par exemple, ma recherche, c'est Ijtihad. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ma recherche, c'est Ijtihad. Donc, je mets Ijtihad au centre. Là, je vais mettre la définition linguistique et je vais copier-coller. Et je vais même mettre, vous savez, je vais même copier-coller et mettre les images. J'ai fait un carré, hein, mais il faut imaginer une image à la place. Je vais faire un copier-coller ou une capture d'écran des images des documents PDF et mettre ici. Et ensuite, je pourrais surligner à partir de ça. C'est un outil qui est intéressant. Je trouve que il y a des applications équivalentes, hein, évidemment, c'est l'application que j'utilise, mais il y a des applications qui sont équivalentes sur tous les systèmes d'exploitation. Mais voilà, après, la définition terminologique, pareil. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je peux même prendre en photo avec mon iPhone, par exemple, ou avec mon téléphone, tout simplement, et partager ensuite sur le document et le copier sur le document. Donc le mettre sur le document. J'ai utilisé des références. Ben, je vais mettre la référence. Je vais mettre que référence. Je mettrai un R par exemple. Voir Fiqh al-Maliki wa Adillatuhu, page 132, avec un code
pour noter ce qui m'a été utile dans cette référence-là. Vous voyez? Un système de fiches de lecture pour pouvoir me naviguer dans les différentes ressources que j'ai recherchées. Alors c'est bientôt fini, ne vous inquiétez pas, Inch'Allah. On passe enfin au développement du plan de recherche. Donc, quand je développe le plan de recherche, je formule une problématique claire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire formuler une problématique claire? Si c'est une recherche personnelle, comme disait Mohamed tout à l'heure, bien, j'essaye de moi-même me formuler ma problématique. Et si jamais c'est une problématique qui m'a été donnée, pardon, j'essaye de reformuler la problématique. Donc, en réalité, j'aurais pu mettre entre parenthèses, reformuler la problématique clairement. C'est-à-dire, j'essaye de me réapproprier le sujet. En gros, il ne faut pas que je sois dépendant du sujet. Il faut que ce soit le sujet qui soit dépendant de mon explication. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Parfois, on a voilà, des étudiants dans certaines recherches qui vont être un peu submergés par le sujet qu'ils sont en train de traiter. Ils vont pas savoir comment le formuler, ils vont pas savoir comment l'expliquer, ils vont pas savoir comment le commenter, parce que en gros, ils sont perdus un peu avec la démarche, avec ou la direction qu'on leur a donnée. Et ils essayent un petit peu de se repérer, de s'accrocher, alors que non, il faut que ce sujet-là, je me le réapproprie comme si c'était moi qui l'avais fixé. Comme si j'étais en train de l'expliquer à des amis. Et donc c'est moi qui donne le cap. C'est moi qui tiens les rênes de mon sujet que je suis en train d'expliquer. Je sais où est-ce que je vais. Je sais ce que je suis en train de développer. Je sais ce que je suis en train de dire. Parce que ce sujet-là, je l'ai tourné dans mon cerveau, je l'ai reformulé, je l'ai repris avec ma marque à moi. Hein, je me suis détaché de ce qu'on m'a donné et j'ai retravaillé avec ce que moi j'ai donné, avec ce que moi je propose avec ce sujet-là. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Par exemple, les cinq principes juridiques, mais je reste pas à bégayer sur les 5 principes juridiques, peut-être que non. Je me réapproprie le sujet. Dans la jurisprudence, il faut savoir qu'il y a 5 principes juridiques. Je vais vous expliquer ce que c'est, comme si c'était mon domaine d'expertise. Comme si c'était un sujet sur lequel j'ai travaillé toute ma vie et je suis en train d'essayer de l'expliquer à des amis. Et vous savez, ces 5 principes, ils sont ceci, cela. Et évidemment, moi, quand je vais travailler ça et je vais répéter cet exposé-là, moi tout seul, eh bien, il va y avoir des questions que je vais me poser à moi-même. Ah, là, comment est-ce que j'explique cela? Et ça va m'ouvrir sur des portes de recherche. Élaborer un plan de recherche provisoire. Donc, structurer la recherche autour de plusieurs actes de réflexion. Par exemple, la jurisprudence, les jugements, les implications, les jihad. Et découper le sujet en sous-parties pour pouvoir mieux trier les recherches. Et enfin, rechercher les références pour chaque partie du plan. Donc, ce qu'on disait précédemment, bien, on va rattacher ces 2 points-là, le point précédemment et ce point-là. Toutes les fiches de lecture, toutes les références que j'ai retrouvées, etc., ben, je vais essayer de faire des liens et des connexions avec les différents sujets du domaine que je suis en train de travailler. Donc, en gros, un plan et une structure, ça donnerait ceci. La rédaction, donc l'introduction avec la présentation du sujet, de la problématique et du plan de développement. Présentation du sujet qui passe par sa définition, évidemment. Donc ensuite, le développement avec justement la première partie, les numéros ils se sont mal faits. La première partie, la partie 1, donc le cadre conceptuel, historique si nécessaire. Donc en gros, où est-ce que je me situe par rapport à cette science-là? Qu'est-ce que ça représente? Comment est-ce que ça a été abordé par les savants, etc. J'ai essayé d'être assez large, hein, parce que vous voyez, je prends souvent des exemples de fiqh parce que c'est l'exemple le plus frais qu'on a à l'esprit. Mais j'ai essayé d'être assez large pour que ça concerne toutes les sciences et tous les modules dans lesquels vous êtes. Donc c'est pas uniquement sur ce que je suis en train de citer comme exemple. C'est pas uniquement, ça parle pas uniquement qu'aux étudiants de fiqh. Ça peut également être pour les étudiants du niveau 0, ça peut être également pour les étudiants de langue arabe, ça peut être également pour les étudiants de tafsir. Donc la partie 2, où on va développer les différents aspects du sujet en fonction des axes définis, comme je disais précédemment. Et la partie 3, où on va analyser, synthétiser les informations en relation avec la problématique. Et enfin, la conclusion, résumer les résultats de la recherche, donner une réponse concise à la problématique et ouvrir sur des perspectives de recherche. Tafsir, ça colle parfaitement à ce qui a été fait. Bah, c'est parfait. C'est pour ça que je disais que c'était totalement ce que j'attendais dans la recherche de Tafsir, qui ont bien été faites. Donc justement parce que ça reprend ce plan-là. Ok? C'est bon? C'est ok pour vous? Ok. Quelques conseils généraux avant de finir. Donc intégrer des citations
et des références précises. Je vous en avais parlé dans la séance de recherche qu'on avait faite. Ainsi, intégrer des citations, c'est toujours intéressant d'apporter des citations, de compléter le propos avec des paroles de savants, d'arriver à étoffer la parole, que ce soit pas juste vous qui parliez. Vous savez, j'avais un ami dans le domaine universitaire qui me disait, on juge la qualité d'une recherche à la qualité, à la longueur de la dernière partie sur les sources. Il y a des livres aujourd'hui qui sont vendus dans le commerce comme étant des livres islamiques, soi-disant, où malheureusement la partie sur les sources, même je parle des livres en français hein, qui sont écrits par des francophones, etc., contemporains, des prédicateurs ou autres, la partie sur les sources, elle est vide. Et ça montre que la recherche, elle est médiocre. Parce que si ta recherche, c'est uniquement, à moins que ton livre se soit pensée personnel, et à ce moment-là, ok, pas de problème. Mais si ton livre, il a un titre grandiloquent, et c'est sur un domaine qui est scientifique, etc., et la partie des sources, elle est vide, et les notes de bas de page, elles sont vides, parce que quand je dis la partie des sources, elle est vide, c'est pas juste dans l'édition du livre, il n'a pas fait une partie sur les sources. Non, c'est qu'il n'y a pas de source. Les notes de bas de page, elles sont vides, il n'y a pas de référence, il n'y a pas de citation, il n'y a que du blabla, si vous me permettez l'expression. Ben, la recherche, elle est pauvre, elle est maigre. La qualité d'une recherche, elle se juge avec ses références et avec sa capacité à puiser de ce qui a été fait précédemment dans le patrimoine islamique. Vous êtes dans une continuité, surtout en tant qu'étudiant. Vous êtes dans une continuité de ce que vous recevez des professeurs et de ce que vous avez reçu des imams, des différentes sciences que vous étudiez. Et donc avoir une recherche dans laquelle j'ai que du blabla personnel et j'ai pas de Fulan a dit et de Fulan a dit, c'est une recherche qui est maigre et qui est pauvre. Inversement, plus c'est étoffé en termes de citation, sans forcément aussi, donc j'en parle dans le troisième point, je saute un petit peu le deuxième, j'y reviendrai, mais du coup, analyser les sources et ne pas seulement les citer, montrer une compréhension critique et personnelle du sujet, ne pas faire uniquement un rapport d'information, mais apporter une analyse, apporter quelque chose, sans forcément aussi faire du name dropping, comme on dit. Ça veut dire essayer de citer tout et n'importe quoi, et d'avoir des citations à rallonge. Parfois aussi, il y a malheureusement aussi des ouvrages qui sont édités pour le coup dans le monde arabo-musulman, le monde arabe, des ouvrages en arabe, où vous allez avoir, c'est surtout des recherches très contemporaines. Si vous allez vous chercher, pour ceux qui sont intéressés, vous regardez les Rasail el-Jami'iyya, vous savez, les mémoires universitaires ou les thèses de doctorat, etc. Parfois, quand elles sont de mauvaise qualité, vous allez avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes de copier-coller sur... Parfois, sur un seul terme, vous allez avoir 20 définitions. Quand je dis 20 définitions, c'est 20 citations de Foulan l'a défini comme ça. Il faut... Ah, c'est bon, sahbi, ça y est. 3, 4, 5, c'est bien. Mais 20, à quoi ça sert? Si ce n'est, comme les savants ils disent, c'est sawad ala bayad. C'est de mettre du noir sur du blanc, d'essayer de remplir des pages pour essayer de faire un nombre de caractères. Ça, après, le domaine universitaire, c'est très piégeux, hein, parce qu'il va y avoir un nombre de caractères minimum, parce qu'il va y avoir, bon, je vous apprends rien, hein, mais il va y avoir un nombre de pages minimum parfois pour bien se faire voir, pour que le document passe en thèse ou en mémoire, n'est-ce pas? Pour ceux qui sont dans le domaine universitaire. Donc ça biaise un petit peu parfois. Donc voilà, vous avez une démarche scientifique équilibrée, on n'est pas dans une démarche de mémoire ou de doctorat où j'essaye de gratter un diplôme. Vous avez une démarche scientifique personnelle équilibrée. Donc avoir des citations qui sont pertinentes et surtout, pareil, vous réappropriez les citations. Si je cite un savant, je sais pourquoi je l'ai cité. Et je sais ce que sa citation, elle m'apporte. Ok? Et enfin, écrire avec clarté et concision. Donc prioriser la clarté des idées plutôt que le blabla inutile aussi, si vous me permettez l'expression. Bon, j'ai dit éviter le jargon inutile, c'est mieux formulé, aller droit au but. Mais pareil, pas de blabla, pas de je tourne autour du pot pendant 100 ans. En fait, le fiqh, à la base, c'était dans les... Mais ça nous intéresse pas dans le sujet qu'on est en train d'évoquer. On est en train d'évoquer les 5 principes juridiques, on n'est pas en train d'évoquer... Je sais que j'ai parlé de contextualiser en fonction de l'histoire, mais parfois c'est inutile. Parfois, le fait de trop rentrer dans dans la société médiévale, et ensuite dans le califat omeyyade, et ensuite dans le califat abbasside. Hein, on veut savoir les 5 principes juridiques, on ne veut pas avoir les résultats du match. J'étais en master recherche, et oui, on était obligé d'avoir des ressources primaires, des sources primaires, pardon, et secondaires. On ne peut pas seulement donner nos points de vue, etc. Même si un argument est très bon, il faut le justifier constamment. Bah voilà, c'est ça, c'est une démarche qui est équilibrée en réalité, qui est bien, qui est positive. Parce que euh,
quand on est dans cette démarche-là universitaire et scientifique, mais on se doit de compléter le propos avec les références de ceux qui nous ont précédés. Et je peux être moi le plus intelligent dans un domaine, si je ne m'appuie pas sur ceux qui ont été avant moi, j'ai la moitié de chance de me tromper. Même si je suis un génie pur, ben, j'ai beaucoup de chances de me tromper si je ne m'appuie pas avec ce qui a été fait précédemment. Parce que aussi grand mon génie soit-il, je ne pourrai jamais refaire le patrimoine, en l'occurrence, d'un millénaire. Et j'ai besoin de l'expérience des savants qui m'ont précédé. Voilà pour cette recherche. Donc c'est la fin de cette, présentation et de cette deuxième référence pédagogique, réunion pédagogique. Donc vous m'avez demandé de vous présenter comment faire une recherche scientifique. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir afficher un écran ou pas. Bilal Tassaouf est un bon auteur, c'est un très bon auteur. Alors, je sais pas si je vais pouvoir afficher ou pas. Voilà. Ok, bon. Je vais essayer de vous afficher comment est-ce que je pourrais faire cet élément de recherche, entre guillemets, ou cette démarche-là. Comment savoir qu'un auteur est fiable? Mieux vaut-il privilégier une source dont on ne connaît pas vraiment l'auteur, histoire d'étoffer la biblio? Faut-il privilégier uniquement les auteurs qu'on connaît au risque d'avoir moins de sources? Non, privilégiez uniquement les auteurs qu'on connaît. Surtout si vos recherches incluent les recherches internet, vous pouvez tomber sur tout et n'importe quoi, hein. Vous pouvez tomber sur des sites de chiites, vous pouvez tomber vraiment sur tout et n'importe quoi. Donc privilégiez les auteurs que vous connaissez. Après, si vous ne connaissez pas un auteur, renseignez-vous dessus. J'ai envie de dire, les deux réponses, on peut les rejoindre. C'est-à-dire, vous ne connaissez pas un auteur, vous allez chercher sa biographie, vous allez chercher de qui est-ce qu'il a étudié, qui est-ce qui parle de lui, qui fait ses éloges, et de fil en aiguille, par exemple, vous ne connaissez pas, je ne sais pas, l'imam al-Mizzi, vous allez regarder, vous tapez al-Mizzi, ah, vous voyez, Jamal ad-Din al-Mizzi, ah, d'accord, donc c'était l'élève de qui? C'était l'élève de Demiyati, de Qutb ad-Din al-Qustalani, ah, je connais ces gens-là, c'est un professeur de Zahabi, d'Ibn Kathir, de Ibn Shakir et d'autres, ah, bah, je connais ces références, donc ça va, c'est une référence qui est acceptable. Maintenant, si c'est dans le domaine juridique, je vais regarder son école juridique, de quel madhab il était. Bon, bref. Je vais regarder si par exemple il parle du point de vue des Shafi'iyya, ou s'il parle du point de vue des Ahnaf. Bon, le Mizzi, c'est plus sa spécialité, il est plus dans le hadith, mais il développe dans le fiqh Shafi'i. C'est un imam Shafi'i. Donc je vais regarder, ah, donc il parle de fiqh Shafi'i, donc je sais qu'il y a des nuances à apporter sur ce qu'il va dire au terme de fiqh. Non pas que je l'accepte pas, mais que je, je vais nuancer avec le fait que, par exemple, ma recherche, elle va porter dans le fiqh maliki, etc. Même si c'est pas sa spécialité, le Mizzi, le hadith, de fiqh, c'est plutôt un savant du hadith. Donc voilà, par exemple, je vais essayer de partager l'écran. Donc voilà, je suis sur le site de shamila.ws. Je vais chercher. Donc si jamais j'ai du mal, j'essaye de voir si je peux traduire la page. Même si en réalité, c'est toujours mieux d'essayer d'être indépendant. Est-ce que je peux traduire la page ou pas? Au pire, est-ce que je peux traduire la sélection? Voilà. Bon. Rechercher dans la bibliothèque complète. Ah, ok. Le Maktaba Shamila, c'est le nom. Donc je vais chercher hop, dans les noms de livres. Je sais que je veux chercher par exemple dans Kifayat al-Talib al-Rabbani par exemple. Donc le sharh de Risala. Ah voilà, c'est bon, j'ai trouvé le livre. Là par exemple sur le livre, je ne sais pas tout à fait de quoi est-ce qu'il parle. Ou qu'est-ce qu'il représente ce livre-là. Ben, vous voyez une petite présentation ici. Bon, elle n'est pas très développée. Ici je vais demander à GPT, je vais lui dire traduit. Par exemple. Bon, il m'a traduit en anglais, je vais lui dire traduit en français. S'il te plaît, mon ami. Ok. Hashia al-Adawi sur le sharh de Kifayat al-Talib al-Rabbani. Ok. Ok. Donc, nombre de volume 2. Ok. Bon, ça m'a pas appris beaucoup de choses sur le livre, mais au moins, je peux en faire une citation. Ok. J'ai besoin, par exemple, d'aller chercher un sujet sur
Euh, comment vous avez le clavier arabe sur Mac? Le clavier arabe pour taper ou le clavier arabe, moi, pour voir les lettres? Le clavier arabe pour taper, vous pouvez l'avoir dans les paramètres. Toujours être poli avec les IA si un jour elle commence à dominer le monde. Exactement. Si elle domine le monde, on est fichu. Voilà, Hukm Dam al-Baraghith, par exemple. C'est un sujet dans le fiqh. Dam al-Baraghith, le sang des petits insectes qui vont se poser sur le vêtement et qui sont difficiles à retirer. Hop, je vais prendre cette partie-là. Ah, pour taper, vous pouvez le mettre dans les paramètres. Je vais prendre cette partie-là. C'est pas complet, hein. Ah, intéressant. Donc déjà, je reconnais que on parle du sang des bararides, donc des insectes. Ici, il a traduit par moustique. Pas tout à fait ça, mais c'est pas grave. Car le lavage du sang est une difficulté et une charge considérable, mais en réalité, c'est assez correct, hein. C'est ça. Euh, etc. Illa an yatafahash. Donc, à moins qu'il ne devienne excessif. Intéressant. Ok, j'ai déjà une citation qui est dans le propos. Ok, je veux passer à une recherche dans le tasawwuf, par exemple. Ou allez, dans la aqida. Ou non, quel domaine on peut être vite et précis. Euh, parce que c'est des domaines où ça va peut-être être un peu... allez, dans le tasawwuf, par exemple. Je vais chercher dans le livre de Al-Muhasibi, par exemple. Risalat al-Mustarshidin. Est-ce qu'il est... Voilà. Risalat al-Mustarshidin de Al-Muhasibi. Je dois malheureusement quitter. Oui, vous pouvez quitter si vous voulez. Donc le livre de Al-Harith al-Muhasibi par exemple, hop, est-ce que le sommaire il est bien fait? Malheureusement le sommaire il n'est pas très bien fait, donc je vais devoir user de mon intelligence. Si j'ai un sujet que je recherche, bon aussi l'outil de recherche dans les documents, ça peut être compliqué. Donc par exemple je vais voir Tawakkul, est-ce qu'il me parle de Tawakkul? Ok. Il nous dit والأنس في ثلاثة أشياء أنس بالعلم والذكر في الخلوة وأنس باليقين والمعرفة مع الخلوة وأنس بالله عز وجل في كل حال. Ok, bon je vais voir ce passage-là s'il m'intéresse. Hop, je vais traduire. Al-Uns. Bon, il a traduit Ans, c'est... Après c'est 4 homini, hein, il ne faut pas lui en demander beaucoup. Mais Al-Uns, la véritable intimité ou l'aisance de l'âme, c'est très bien. C'est bien traduit, je trouve. Se trouve dans 3 choses, l'aisance par la science et le dhikr, l'aisance par la certitude. Vous voyez, c'est très intéressant. Et donc, je sais qu'à partir de là, je vais pouvoir compléter les recherches. Ok, là, j'ai visé des références que je connaissais. Des références, si je veux des références que je connais pas. Par exemple, je veux compléter avec les différentes ressources. Euh, Bah, comment est-ce que je vais faire? Je vais regarder, par exemple, ici, il me met le muhtawa, il me propose euh, d'avoir, par exemple, en fonction du contenu. Vous voyez, si jamais vous avez du mal à comprendre, par exemple, cette remarque-là, comment est-ce que je vais faire la recherche? Hop, je traduis. Remarque importante, par défaut, la recherche se fait sur n'importe quel mot saisi, etc. Donc, il m'explique comment faire la recherche avec les différents termes. Je vais mettre par exemple Tasawwuf. Bon, il n'y aura pas forcément toutes les références que je veux. Mais par exemple, on va mettre un autre domaine, comme ça c'est moins piégeux. Je vais mettre Usul al-Fiqh. Voilà. Al-Muhadhab fi ilmi Usul al-Fiqh al-Muqaran. Al-Muwafaqat de l'imam Shatibi. Idah al-Salik ila qawa'id l'imam Malik. Ça c'est aussi une référence qui peut être intéressante, de Louan Charisi. جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد. Al-Wajiz fi usul fiqh al-islami. Ça aussi, ça peut être intéressant, même si c'est des livres contemporains. Après, il faut connaître, hein, il faut voir. Ah, Al-Wajiz fi usul fiqh al-islami. Ça m'intéresse. Je veux voir quand est-ce qu'il a été édité, quand est-ce qu'il a été fait, pour voir si c'est un livre contemporain, c'est un livre ancien. Hop. Bon, là, je traduis tout, mais j'ose espérer que vous avez au moins une petite base pour distinguer les chiffres. Ah, le professeur Mohamed Mustafa Zuhaili. Je connais pas cette personne, par exemple. C'est un exemple. Mohamed Mustafa Zuhaili. Wikidata, il n'y a pas beaucoup de références. Voilà, par exemple, usul.ai, je ne connaissais pas ce site. Zuhaili was a distinguished Islamic scholar deeply versed in Islamic jurisprudence and law. Ok, donc intéressant.
il a écrit effectivement القواعد الفقهية وتطبيقها في المذاهب الأربعة. Apparemment, ce site-là propose déjà une traduction avec l'intelligence artificielle. Donc c'est une référence aussi. Vous voyez d'ailleurs beaucoup de références à titre personnel que j'ai trouvées. Ah si, on m'en avait parlé. On m'en avait parlé, on me l'avait partagé. C'était Guillaume qui m'avait partagé. Beaucoup de références que je trouve à titre personnel, c'est à travers les recherches. Surtout sur Internet, il y a tellement de choses qui se font rapidement. Et on va dire tous les jours, il y a de nouveaux éléments et des nouvelles ressources. Que parfois, sur une recherche sur Google, vous pouvez trouver des ressources. Bon, voilà, osol.ai, si vous maîtrisez l'anglais, ça peut être intéressant. Vous Assalamu voyez, alaikum. il vous propose de voir comment est-ce que le site fonctionne. Donc vous avez différentes références. Vous voyez, ça c'est en fiqh Hanafi. Et vous l'avez aussi en PDF. Et il vous met du coup Shamila. Si vous choisissez le Shamila, Turath.io. Ah oui, j'ai oublié Turath.io aussi. C'est l'équivalent de Shamila pour du coup les utilisateurs de Mac. Même si vous avez accès à Shamila via le site. Ok, donc je reviens sur, par exemple, Kitab al-Wajiz fi usul fiqh al-islami. J'ai un point qui m'intéresse, par exemple, j'ai un point qui m'intéresse dans... qu'est-ce que je vais mettre dans... Est-ce qu'il parle de Nasr? Je cherche comme ça, Nasr, al-Fasl al-Sabi' al-Nasr. Très intéressant. Il me définit Tarif al-Nasr. Ok, l'abrogation. J'ai une recherche à faire sur l'abrogation, donc je vais chercher. Je vais voir. Ah, ok. Donc, il m'introduit l'abrogation. Il me fait une petite introduction. Je vais chercher. Est-ce que c'est dans ces citations-là, il y a des choses qui vont être intéressantes? Voilà. Avant de parler de An-Nasr, il est nécessaire de souligner certains points importants qui sont liés. J'essaye de comparer en même temps de voir la traduction si elle est pertinente. Donc ça rentre dans Dalalat. Bon, très intéressant. Bon, j'aurais plus traduit par les arguments. Euh, Mais c'est intéressant. Ça me donne une vision globale de ce qui se rapporte à Nasr. Vous voyez, et à partir de là, je peux faire une recherche qui est intéressante. Donc évidemment, je termine sur ça, mais l'intelligence artificielle, c'est un outil. Ça ne va pas faire tout le travail à votre place. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne me pondez pas des exercices, tapez sur entièrement générés avec ChatGPT, où on voit que même des fois, il y a des gens qui oublient carrément de, de retirer les phrases de GPT où il y a écrit d'accord, j'ai écrit ce texte selon vos instructions, deux points, et il met le texte après, lui il copie-colle tout et il envoie. Donc s'il vous plaît, ne générez pas vos travaux via GPT, aidez-vous de ces outils-là comme outils, comme n'importe quel outil, comme vous aideriez de Google, comme vous aideriez de n'importe quel outil, mais ne vous basez pas uniquement sur cela. Ok? Est-ce que des sites comme cela existent en version français ou anglais? Pas encore. Mais bientôt, Inch'Allah. D'ailleurs, si vous êtes dev et que vous voulez travailler sur un projet, j'aimerais faire justement un site équivalent à Shamila avec les traductions en français automatiquement, donc qui serait ensuite vérifié. Donc c'est un projet que j'aimerais bien avoir pour fournir une bibliothèque ouverte, Inch'Allah. Mais pour le moment, ça n'existe pas encore. Taïeb. Sur le premier site que vous avez écrit, il y a marqué Tashkil. C'est une option pour vocaliser. Exactement, oui. Il y a parfois des options pour vocaliser le texte, pour mettre le Tashkil. Ça fonctionne plus ou moins parfois. D'ailleurs, bon, pour vous montrer que ça fonctionne plus ou moins, le Tashkil était censé être mis sur les livres que je vous ai montrés. Mais voilà. Pour plus de références en termes de livres, on attend le live Twitch Bibliotour. Inch'Allah, Inch'Allah. Euh, J'aimerais bien. Aucun problème. Barakallahu fikoum. De toute manière, la séance est finie. Qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous préserve. Barakallahu fikoum. Jazakumullahu khayran. En espérant que ça vous a été utile et profitable. Et en espérant que ça vous a donné quelques pistes. Hafidhakumullah. Amin. Barakallahu fikoum. Jazakumullahu khayran. Donc, rendez-vous à la prochaine séance, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.